Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur notre plateforme www.ezaetv.bj. Nous sommes en direct depuis le Bénin. Nous émettons sur YouTube et sur les Smart TV. Et si vous nous regardez à ce moment précis, c'est parce que vous nous suivez donc en direct depuis le Bénin. Et le Bénin, je le disais, je l'ai toujours dit, est situé entre le Togo, le Nigeria, le Burkina, le Niger et bien sûr l'océan Atlantique. Et pour les personnes bien sûr qui se demandent encore où est situé ce pays qu'on appelle le Bénin. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver toute l'équipe encore aujourd'hui sur votre émission Le Débat. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la couverture universelle intégrée des risques naturels. Quelles solutions face aux défis sanitaires actuels et futurs. Et nous sommes en pleine pandémie, comme vous le savez, et notre invité a décidé de nous accompagner à réfléchir déjà sur cette pandémie, peut-être après l'après-pandémie également, puisque beaucoup de personnes se posent encore des questions. Notre invité, il a un profil diversifié. Il est titulaire d'un PhD en sciences biomédicales, médecine d'assurance, un doctorat professionnel en santé publique, analyse et management des systèmes de santé, un master en action humanitaire, un diplôme de technicien supérieur en pharmacie et un diplôme d'état d'infirmier. Monsieur Antoine Goudjo, puisque c'est de notre invité qu'il s'agit, possède plus de 35 ans d'expérience éprouvée à différents postes de responsabilité. Il a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique, au Canada. Il a travaillé également au ministère de la Santé au Bénin. Et depuis, il est à l'international aux côtés donc des institutions du monde pour parler donc de tout ce qui est relatif à la santé. Si vous voulez savoir également, il a travaillé dans les institutions comme le PNUD et l'UNICEF. Il a également fait beaucoup de recherches qui ont contribué bien sûr à la connaissance face aux questions qu'il aborde souvent, les questions liées donc au système d'utilisation des médicaments, le système d'alerte précoce, l'humanitaire, la gestion des conflits, l'assurance face aux objectifs de performance, des systèmes de gestion des risques et catastrophes et la résilience bien sûr des populations. Et dans ces interventions, M. Goudjo Antoine, à travers ses attitudes personnelles, professionnelles, montre sa détermination et ses capacités à innover, à gérer et à évaluer bien sûr les organisations. Et comme on ne reçoit pas souvent ces genres d'invités ici, vous allez me permettre, mesdames et messieurs, de dire que fort de toutes ces expériences et de ses engagements pour les causes justes, il s'investit présentement dans le renforcement des capacités dans les secteurs qui relèvent de ses domaines de compétences. Comme je l'ai cité plus haut, la santé, l'humanitaire, les questions de risques et catastrophes et bien sûr la résilience des populations avec des approches qui promeuvent bien sûr l'autonomisation des personnes bénéficiaires. Et donc, c'est un érudit de son domaine que nous accueillons sur le plateau de votre émission Le Débat. Monsieur Goudjo, bienvenue à vous. Bonjour, merci Madame Glako. Et je peux vous assurer que M. Goudjo a fait le déplacement depuis la capitale togolaise pour nous rejoindre ici au Bénin pour faire cet échange et on l'en remercie. On en profite pour saluer toutes les populations du Togo qui nous suivent également sur notre plateforme www.ezaetv.bj. M. Goudjo, on va d'abord dans un premier temps parler des grands défis sanitaires actuels et futurs, par exemple au Bénin. Puisque nous sommes au Bénin, vous allez nous permettre de faire ce choix, mais vous pouvez de temps en temps aller à l'Afrique si vous préférez, parce que nous sommes dans le contexte africain. Selon vous, quels sont pour le Bénin les défis sanitaires actuels et futurs? Merci pour m'avoir donné l'occasion d'être là et de partager ces réflexions, parce qu'il est question de réflexion ici, il est question de science, et les sciences progressent parce qu'on en parle. Et merci de m'offrir l'occasion. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et pour répondre à votre question, permettez-moi d'abord de faire une petite introduction. Allez-y. Parce que nous allons parler surtout ici de risque. Oui. C'est-à-dire ce mot va sortir tout le temps. Il n'y a pas de souci. Et il est question qu'on donne une idée de ces risques, de qu'est-ce que le risque. De façon succincte, on va dire le risque, c'est un dommage plus ou moins probable qui va se manifester, qui peut se manifester dans l'avenir et qui va comporter peut-être d'autres aggravations de situations, d'autres problèmes, d'autres conséquences. Un peu comme une situation qui intervient et qui entraîne d'autres situations. Oui. D'accord. Mais pour que on parle de risque, il faut plusieurs conditions. D'accord. On peut parler d'abord de 3 conditions. D'abord, il faut qu'il y ait un danger. D'accord, un danger, je vais noter. Profitant de la crise actuelle, on peut parler de la Covid-19.
Comme exemple. Comme exemple. C'est le danger, ça. C'est ça le danger. Mais ça ne fait pas encore le risque. C'est juste le danger. Pour que ça devienne risque, il faut qu'on soit exposé à ce danger. C'est-à-dire, la COVID-19 a commencé en Chine. Oui. Si c'était resté en Chine, on serait tranquille, on ne parlerait pas de COVID-19. Donc, on n'aura pas de risque de COVID-19 ici. D'accord. C'est parce que c'est arrivé ici et que nous sommes exposés. À cette maladie, que ça devient un risque. Que ça devient... Non, ça ne devient pas encore un risque. Ah, ça devient un danger. Puisque vous et moi, oui. Il y a la COVID-19 au Bénin, oui. Vous n'en avez pas encore. Non. Donc, il y a une autre condition. Ça ne veut pas dire, si vous n'avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas nécessairement côtoyé. Mais le fait que, par exemple, on porte les masques, oui. C'est pour ne pas, c'est éviter oui. de s'exposer. Bien sûr. Et puis, il y a une autre condition fondamentale, la vulnérabilité. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, c'est les personnes les plus âgées, il y a tel critère qui sont les plus atteints et autres. Aujourd'hui, c'est les plus jeunes. Oui, ceux qui ont déjà des prédispositions pour la maladie, un terrain fragile, ils sont donc, la vulnérabilité, c'est diverse. On peut être vulnérable aujourd'hui face à quelque chose, à un danger, et ne pas être vulnérable par rapport à d'autres dangers. Demain, on peut ne plus être vulnérable. Donc, ça fait trois conditions. Le danger, le risque et la vulnérabilité. Non, le danger, l'exposition et la vulnérabilité. C'est tout ça là qui devient qui fait le risque. Ok. Donc, si ces trois conditions sont réunies, ça veut dire qu'il y a risque. Donc, on peut dire qu'on est personne à risque. D'accord. Mais il y a deux autres facteurs qui peuvent s'ajouter. Très rapidement. Il y a la gravité de la maladie, oui. non du risque, oui. Et il y a l'acceptabilité du danger. Donc, aujourd'hui, par exemple, d'autres refusent de porter le masque simplement parce qu'ils disent ils ne sont pas convaincus que ça existe. Donc, il faut que le danger soit accepté. Si vous êtes en danger, que votre perception par rapport à ce danger n'accepte pas le danger, ça veut dire que vous allez continuer à considérer que... Quand vous êtes dans le déni. Oui, le déni par exemple. D'accord. Mais cela dit, rapidement, les risques sont classés, il y a plusieurs classifications, mais on va dire il y a les risques naturels, il y a les risques d'origine humaine, et c'est ce qu'on peut dire par rapport aux risques. Monsieur Goundior, on va donc aller très rapidement donc, à ces défis sanitaires actuels et futurs auxquels sont confrontés notre pays, le Bénin. Merci, madame. Je voudrais dire qu'il y a une juxtaposition de problèmes. D'accord. Il y avait des problèmes qui étaient déjà là, et il y a les problèmes de la COVID-19 qui vont s'ajouter. Qui se sont ajoutés. Bien sûr. Et les problèmes qui étaient là, c'était déjà une défaillance du système de gouvernance de la santé. Oui. Et ça comprend le système de gestion, le système de financement, le système d'information et le système des valeurs. Et puis, il y a la fonction, c'est-à-dire un manquement dans la gestion de la fonction de leadership, de coordination, de contrôle et autres qui sont déjà défaillants à différents degrés. Il y a la dépendance du niveau périphérique par rapport au niveau central. Et tout ça, ça pose déjà un problème de santé. Il y a les maladies qui étaient déjà là et qui posaient problème. Et c'est à ça que ça ajoute. Donc, l'urgence, le premier défi, les défis actuels, c'est pouvoir gérer et éradiquer la COVID-19 au plan national. Et un autre défi, c'est continuer à assurer efficacement la prise en charge des autres cas de maladies, des autres situations sanitaires qui existaient. Et puis après, c'est rétablir le système, puisque... Rénover un peu le système? Non, puisqu'on est en train de parler du défi actuel. Oui. Donc, il faut rétablir, puisqu'il y a eu des casses, il y a des désordres, il y a des perturbations, il faut rétablir d'abord. Il faut ramener le système dans l'état où il était, ou bien un peu plus. D'accord, un peu vers la norme. Oui, mais les défis futurs, ce sera
renforcer, c'est ce que vous disiez, c'est renforcer complètement, c'est analyser, tirer les leçons de la situation que nous avons, parce qu'on a été toujours réactif, on n'est jamais proactif, c'est-à-dire on attend que ça arrive pour commencer par courir, et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, il faut analyser la situation, évaluer les faiblesses, donc analyser l'environnement globalement, et faire renforcer le système, changer ce qui ne va pas. Et le changement, c'est un mot facile, mais c'est très difficile à appliquer. Parce qu'il faut prendre en compte tous les secteurs de gestion, d'information, de valeur, de financement, etc. Oui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et comme on va voir un peu plus loin, c'est plus compliqué. Bon, heureusement que vous serez là pour nous éclairer davantage. Déjà, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez cette situation qui dépasse le secteur de la santé aujourd'hui? Bon, ça dépasse le secteur de la santé parce que la santé est déterminée par des facteurs qui ne relèvent pas du secteur de la santé. Par exemple, et si vous ne mangez pas jusqu'à ce soir, parce que vous n'avez pas les moyens, donc si vous êtes pauvre, ça dépend d'autres conditions. Si vous n'avez pas mangé, c'est peut-être qu'il n'y a pas le repas ou bien vous n'avez pas l'argent. Ça fait une autre condition. C'est aussi peut-être parce que vous étiez en train de travailler au point où vous avez oublié de manger aussi. De manger aussi. Et tous ces facteurs-là, qui dépendent d'autres secteurs, qui ne relèvent pas nécessairement de la santé, vont produire que le soir, vous ne pouvez plus tenir, vous pouvez tomber et vous pouvez avoir des difficultés de santé. Ça, c'est l'exemple terre à terre que j'ai donné. Et là, quand la maladie arrive, le ministère de la Santé constate, et ces systèmes, ces structures constatent qu'il y a des malades. Donc, la Covid arrive, on constate qu'il y a la Covid. Mais l'aéroport qui a laissé passer les gens, les frontières qui ont laissé passer les gens. C'est les facteurs exogènes, ça? Oui. Donc, tout ça fait que ça complique. Et ça dépasse les limites du ministère de la Santé. Et c'est ça qui est le problème. Donc, la santé aussi détermine les autres secteurs. Bien sûr, une personne en bonne santé va forcément impacter le développement de sa structure, etc. Merci. Et si la personne est malade, c'est que ça aura encore d'autres incidences négatives. Bien. On dit de façon courante, la santé n'est pas tout. Mais sans la santé, tout n'est rien. Nous sommes là parce que nous sommes bien portants aujourd'hui. Et il faut qu'on en prenne conscience. Et cette petite phrase est importante et tous les gestionnaires, quels qu'ils soient, doivent prendre ça en préoccupation. La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Ah, j'ai gardé. J'ai gardé. Donc, c'est ce que je pourrais apporter. Maintenant, pour parler des approches des déterminants sociaux de la santé, parce que là, on a fait un petit état des lieux, il faut maintenant qu'on aille dans les autres explications. Docteur, non, pas docteur Gunjor, professeur Gunjor, pouvez-vous nous parler un peu des déterminants sociaux de la santé? Oui. C'est professeur, c'est docteur? Oui, un docteur n'est pas nécessairement un professeur. Oui, c'est pour tout ça que je pose la question. Je dis, monsieur Gunjor, c'est simplement mieux. Oui, c'est bien comme ça. C'est mieux comme ça. Les titres ne nous font pas toujours avancer. D'accord, monsieur Gunjor. Oui, merci. Les déterminants, comme j'ai dit tout à l'heure, les déterminants de la santé, c'est les facteurs auxquels sont liés nos santé. Donc, on l'appelle déterminants sociaux pour couvrir tous les domaines. Et ils sont élémentaires. Allez-y. Ils sont d'abord immédiats, intermédiaires et sous-jacents. Bon, intermédiaire, on peut dire qu'il y a l'environnement sanitaire, l'environnement naturel, l'environnement géographique? Non, comportemental. Comportemental. Dégradé. Quand je dis naturel, donc c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Autour de nous. Donc l'environnement sanitaire et l'environnement comportemental. Nos propres comportements? Oui, nos comportements. C'est-à-dire quand nous défrichons la forêt, quand nous... D'accord. On fait tous les comportements que nous avons. Comme dirait l'autre, tout ce que nous faisons pour impacter notre nature négativement, c'est ça? Oui, oui. Détermine... La déforestation. Oui, tout ça. Tout ce que nous avons fait qui a créé les changements climatiques. Oui. Ça, par exemple, ça détermine... Ça agit aussi. Oui, on dit
les motos que nous conduisons. Ah oui, ne pas conduire des motos avec des fumées, pas possible. Oui, donc tout ça, ça impacte notre environnement Bien sûr, naturel. Ça agit. Et ce sont les déterminants immédiats, ça. Mais il y a aussi comme déterminant immédiat nos capacités, les incapacités. C'est-à-dire, j'ai parlé des systèmes tout à l'heure. Oui. Et quand les systèmes ne fonctionnent pas bien, et ça veut dire qu'on ne peut pas gérer correctement. Et les systèmes, c'est l'homme. C'est-à-dire c'est le capital humain. Parce que c'est l'homme qui va mettre, avec ses capacités, les systèmes en place, et c'est l'homme qui va gérer. Et qui va les mettre en pratique aussi. En pratique aussi. Donc, c'est les déterminants immédiats. Ça. Les déterminants intermédiaires, on peut parler de l'éducation, de la pauvreté toujours, et les déterminants sous-jacents, c'est les structures socio-économiques et politiques. Que nous avons mis en place. Que nous avons mis en place. Gouvernance, etc., etc. Tout ça. Et maintenant, le système des valeurs. Oui. C'est-à-dire, si voler est une norme chez nous, on peut considérer que ça va impacter. En fait, là, vous parlez des valeurs positives comme des valeurs négatives. Oui, c'est tout le système de valeurs. Ce que nous acceptons. Ce que nous n'acceptons pas, oui, on met tout ensemble. Ce que nous pensons qui est normal et qui ne devrait peut-être pas être normal. Sur tous les plans, ou bien ce que nous pensons normal et que nous soutenons normal. Un peu comme quand on est cadre, on est habitué à être corrompu, à voler, à mal gouverner. Oui, et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne, c'est des choses sur lesquelles il faut agir. Agir, oui. Et c'est ça important. Donc ça, c'est les déterminants, ça. D'accord. Oui. Monsieur Goundjo, en quoi consiste donc l'approche des déterminants sociaux de la santé et pourquoi cette approche constitue une solution face à nos défis sanitaires? Oui. On dit chez nous, si vous renversez votre bagage, si vous tombez, le bagage est renversé, nos parents disent, ce n'est pas là qu'il faut regarder, ce n'est pas là qu'il y a le problème. Le problème est là où vous avez trébuché. Donc, si le problème de santé arrive, souvent, beaucoup de déterminants ont contribué à ça. Oui. S'occuper donc du problème de santé au niveau des agents, des professionnels de santé et au niveau du ministère de la Santé, donc dans le secteur de la santé, seul ne suffit pas. Il faut agir sur les facteurs avant. Oui, les facteurs qui ont déterminé. Qui ont poussé à ce. Il faut aussi agir sur ça. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Communication, et le ministère de la Sécurité. Le ministère en charge donc du cadre de vie, etc. Puisqu'on avait cité ces déterminants. Oui, etc. Donc, c'est tous les secteurs qui doivent être pris en compte. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre les déterminants de la santé en considération. Si on veut être efficace et si on veut dépenser moins. Est-ce à dire, là, je sors un peu de notre échange, mais je pense que c'est important puisque c'est relatif à notre vivre ensemble. Quand vous jetez un regard sur le système sanitaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu au moins ne serait-ce qu'un peu d'avancée au regard de ce que les gouvernements font aujourd'hui? Vous savez, la santé a beaucoup évolué et le système a beaucoup évolué d'année en année. Mais je vais vous répondre selon mes principes. Oui, allez-y. On n'est jamais parfait. Rien n'est parfait. Oui. Et ce qu'on a fait hier, on peut l'améliorer aujourd'hui. D'accord. Et il faut qu'on arrête de se comparer aux autres. Non, à ce qui est mal. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le dernier a 4 de moyenne et que j'ai eu 8 de moyenne que je suis mieux. Que je suis bon. L'idéal, selon vous, c'est d'avoir, je ne sais pas, 19, 20, par exemple. Et il y a des normes qui sont établies. D'accord. Veillons à aller vers les normes. En Afrique subsaharienne, globalement, et au Bénin chez nous, le petit risque, même le plus minable, s'érige en catastrophe. Simplement parce que nous n'avons pas les capacités. Nous n'avons pas préparé cela. Oui. Et nous n'avons pas les capacités et la volonté de faire face à ça. Bien sûr. Donc, ce que je vais dire, même si c'est acceptable, on peut faire toujours mieux. D'accord. Et toutes les forces sont importantes pour le faire. En termes plus simples, ce n'est pas qu'au gouvernement seul, c'est toujours au gouvernement. C'est à toute la chaîne, en fait. Mais c'est
une question de pouvoir. Qui imprime. Oui, c'est le gouvernement, c'est les dirigeants qui impriment. La marche à suivre. Oui. Et les autres doivent suivre. Et les autres doivent suivre. D'accord. En termes plus simples, moi je vais venir à un plan plus banal dans nos familles. Oui. Si aujourd'hui dans une famille, on n'est pas capable d'affronter une petite inondation qui fait entrer de l'eau dans notre maison, c'est qu'il y a problème. Oui. C'est ça, hein? C'est de savoir pourquoi la maison est installée là. Là. Comment est-ce que ça a été construit? Comment ça a été construit? Est-ce que ça a pris en compte la nature du sol? Si ça n'a pas pris en compte, comment est-ce qu'on réaménage aujourd'hui pour que à une prochaine inondation, on puisse en sortir? Oui, mais il ne sert à rien d'attendre de croiser les bras. Non. Il y a eu une inondation maintenant, on attend pour commencer par crier en juillet ou août. Ah oui, l'inondation passe et on s'en sort et on attend l'année prochaine que une autre inondation vienne. Oui. Alors qu'on aurait pu prendre tout ce temps pour aménager son cadre de vie pour éviter cela. Oui, et c'est l'activité de tout le monde. Par exemple, l'État construit les rigoles pour faire écouler l'eau. Oui, oui. On fait l'asphaltage comme on le fait aujourd'hui pour drainer l'eau, pour assainir l'eau. Et mais chez nous, les déchets, les ordures, nous les jetons dans les caniveaux. On les jette dans les caniveaux. Conséquence, quand il n'y aura plus, les caniveaux seront bouchés et l'eau rentrera chez nous. Parce qu'à Cotonou, par exemple, c'est surtout l'eau de ruissellement qui... Bon, j'espère que vous avez compris. En tout cas, nous, on a essayé de vous faire comprendre. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas toujours dire que c'est les autres qui doivent faire pour nous, mais il faut déjà commencer chez soi. C'est tout le monde. Mais il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des leaders pour impacter. Pour impacter, pour conduire. Parce que tout le monde est prêt à faire quelque chose. C'est comment on aborde le problème avec lui et comment on l'amène. Un peu comme on gère nos familles. Dans une famille, il y a le chef de famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Et chacun montre l'exemple jusqu'à la base. Oui. Conséquence, l'enfant qui vient de naître et qui entre dans la famille est obligé de s'imprimer sur les règles de la famille. C'est ça, hein? C'est pratiquement ça. D'accord. C'est pratiquement ça. On va aller à notre point 3, au point 3 de nos échanges, M. Goundior. Cette fois-ci, pour parler du rôle et de l'importance de la couverture sanitaire universelle. Oui. La CSU, voilà un mot qu'on entend. Oui. Aujourd'hui, là, j'aimerais que vous démystifiez un peu votre affaire de couverture sanitaire. Bon, notre affaire. Couverture sanitaire universelle, M. Goundior. On parle de couverture sanitaire universelle parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous tombez malade, vous réfléchissez 1000 fois avant d'aller. Oui. Si je vais à l'hôpital, je dois payer les frais de consultation. Et si le médecin me prescrit beaucoup de médicaments, je fais comment pour les acheter? Si on me demande des analyses, je fais comment? Oui. Et après, on se dit, bon, je vais rester à la maison. Oui. Je prends d'autres moyens. Et c'est vous? Oui. Et ceux qui sont au village? Non, ceux qui sont au village n'iront nulle part. Ils vont préférer prendre les tisanes et peut-être, pourquoi pas, se créer d'autres problèmes après. D'accord. Et il y a les vendeurs de médicaments. Ambulants. C'est un exemple. Qu'on essaye de combattre, mais qui n'en finit pas. Très bien. Donc, ça veut dire que... C'est toute une chaîne. L'accessibilité aux structures de santé est faible. Le taux d'utilisation de nos services de santé est encore faible, quand bien même des efforts sont faits. Mais tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde de sentir une malaise et d'aller immédiatement. Ouais. Et il y a maintenant les comportements personnels qui font qu'on se dit qu'à la maison, c'est mieux qu'à l'hôpital. Oui, mais si vous savez qu'à l'hôpital, vous n'allez pas beaucoup dépenser. Parce qu'il y a, par exemple, une assurance. Ou bien, il y a une micro-assurance. Oui. Vous allez partir facilement. Parce que l'argent est un capital. Aussi, vous savez qu'à l'hôpital, on peut vous soigner, vous donne le temps de payer. Oui. Si vous avez cette capacité, vous pouvez tranquillement y aller. Oui. Donc, couverture sanitaire, c'est toutes les dispositions. Prises, c'est ça? Oui. De solidarité. Qu'on peut prendre, ou bien que l'État prend, ou bien qu'une structure, une grande structure prend, ou bien que individuellement vous prenez pour vous protéger en situation de santé. D'accord. Et comme le mot couverture le dit, mais il y a plusieurs, ce n'est pas l'assurance seule. Il y a tous les produits de protection sociale. Donc, mais moi, j'ai une préoccupation. Souvent, quand on parle de couverture sociale et autres, on pense plus aux personnes indigentes, aux personnes plus vulnérables, alors que de temps en temps, il y a des gens qui travaillent, mais qui ont besoin de cette couverture-là, non? Oui.
Est-ce seulement pour une certaine catégorie ou c'est pour tout le monde au minima? Je vais répondre d'abord complètement à la couverture santé universelle. Donc, la couverture santé universelle, c'est tout. Il y a des gens qui sont capables, d'aller à la santé, d'aller aux soins. Comme vous et moi. D'acheter leur santé. Oui. D'acheter des produits d'assurance, de souscrire à des assurances. D'accord. Tout le monde n'en a pas la possibilité. Oui. Donc, universel, simplement parce qu'on veut garder l'équité et c'est tout le monde qui a accès. Qui en bénéficie. Et généralement, c'est l'État qui s'implique et qui dit, créez le produit auquel tout le monde peut avoir recours. Et j'aime bien la notion transfert de risque, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas la capacité de supporter le risque, mais le risque est avec moi. Vous n'avez pas le risque, mais vous avez la capacité de supporter. Donc, vous avez payé et puisque vous avez payé, ce que vous avez payé peut me supporter moi. D'accord. Un peu comme une souscription qu'on fait. Moi, en allant aux soins, en payant mes médicaments, en payant mes consultations, je donne les moyens à l'État de pouvoir supporter quelqu'un qui n'en a pas les moyens, c'est ça? Non. C'est-à-dire, quand on est inscrit à l'assurance, il y a une prime qu'on paye. Oui. Et cette prime, vous payez, mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez tomber malade. Oui, ça peut servir à vos proches plus tard. Très bien. Ça, c'est quand vous avez une assurance. Oui. Quand ça va servir à quelqu'un d'autre, mais il peut arriver que dans votre famille, personne ne tombe malade. Les autres qui tombent malades vont bénéficier de ce que vous avez payé pour être soignés. C'est comme ça. Donc, c'est partager le danger. Oui. Mais dans le cadre du rôle de l'État, ça se passe comment? Bon, il y a ce qu'on appelle l'État pionnier. C'est-à-dire? Et l'État pionnier, c'est l'État qui prend le devant et qui s'investit. Parce que vous savez, je crois que l'assurance, je pense que l'assurance, il y a un régime d'assurance... L'Arche. Oui, maintenant. Oui. Mais ça ne couvre pas tout le monde. Non. Encore. Non. Donc, pour que ça couvre tout le monde, c'est-à-dire l'État doit pouvoir prendre le devant et investir certains fonds. D'accord. Mettre les moyens à disposition. Oui, parce que les compagnies d'assurance n'aiment pas s'occuper de tout le monde. Bien sûr. Donc, l'État investit, crée les produits. Donc, dépense pour créer les produits et après, on fait en sorte pour que les compagnies d'assurance, les agences de microfinance, donc ceux qui font d'autres produits de protection sociale, puissent distribuer ces produits. Donc, ça veut dire que l'État s'est investi, a fait les gros sous. Je m'imagine par exemple que des milliards sont sortis quand la Covid-19 est arrivée. L'État a distribué des milliards. Ces milliards, par exemple, pouvaient être investis avant pour créer quelque chose qui va réduire les frais, la charge à l'État pendant que la maladie s'est déclarée. D'accord, c'est ce que vous proposez. Oui. D'accord. Oui. C'est vrai qu'on entend souvent parler de transfert ou couverture de risque, vous en parliez tantôt. Une explication pour mieux comprendre davantage et surtout le rôle de la couverture sanitaire. Je pense qu'on a effleuré cela. Oui. Mais pour nous aujourd'hui, si on vous entend bien, M. Goundion, c'est que avoir une couverture sanitaire universelle permet de faire face aux défis actuels. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la pandémie est déjà là? Oui. Le gouvernement peut opter pour dire, bon, au cas où il y aurait résurgence ou au cas où la maladie s'aggraverait, que d'autres personnes seraient plus atteintes, je prends des dispositions en amont en même temps. Oui. C'est ce que vous proposez? Oui, c'est se préparer en amont en même temps. Se préparer en même temps. Mais ne pas attendre que ça vienne. Oui, ça c'est déjà une règle élémentaire. Ah, c'est élémentaire. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est ce que nos paysans disaient. Tout le monde disait. On dit ça souvent sans comprendre sur la profondeur. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Mais en parlant de couverture universelle intégrée, ça c'est une notion que j'ai traitée. Expliquez ça. Que j'ai traitée dans votre thèse. Dans ma thèse. C'est que
en s'occupant de la santé et exclusivement de la santé, en assurant rien que pour le risque de la santé, on court un autre risque. Lequel? Le risque que le régime d'assurance installé ne vive pas longtemps. Je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Très bien. Un régime est installé et il y a des clients. Oui. Donc, qui sont des assurés. Oui. Qui cotisent. Et qui bénéficient. Donc, s'ils ne tombent pas malades, l'argent reste. Et le programme vit. Oui. Mais s'ils tous tombent malades et régulièrement. Et que ça dépasse les prévisions? Ça dépasse les prévisions. Ça veut dire que le peu ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Donc, le régime ne va pas vivre. C'est simplement ça. Qu'est-ce que vous proposez dans votre pour que le régime intégré? Pour que le régime vive, il faut mettre en place d'autres programmes de prévention. D'abord, je crois que les gens savent ça, mais nous avons parlé tout ce temps ici, pratiquement, des déterminants de la santé. Bien sûr. Donc, il y a des risques qui ne sont pas couverts, eux. Par exemple, ici, on ne couvre pas les risques d'inondation, par exemple. Non. On ne couvre pas les risques. Alors, il y a l'année dernière ou 2 ans, on a commencé par couvrir quelque part les risques agricoles. Donc, les risques pour... Oui, avec la pandémie, oui. Il y a un fonds de bonification qui existe et tout ça. Donc, non, avant la pandémie, il y a AMAB, une compagnie d'assurance qui s'occupe, qui accompagne les agriculteurs. Oui. Donc, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, quand ce n'est pas général, et que on sait que le changement climatique crée un environnement qui multiplie les vecteurs, juste le paludisme par exemple, ou d'autres maladies, ou les diarrhées, etc., ça va compliquer, ça va augmenter la charge. Donc je voudrais dire par intégrer, si nous pensons à créer un produit assurance santé, il faut que nous intégrons, par exemple, un autre produit dedans qui va peut-être... Il faut un package. Merci. Il faut créer un paquet, mais de risques qui interconnectés, parce que tous les risques s'interconnectent. Si par exemple... Un peu comme on le dit dans nos langues traditionnelles ici, quand la corde tire l'aiguille tire le tissu et ainsi de suite. C'est ça. Si la lumière s'éteint ici maintenant et que nous devons partir, quelqu'un va trébucher, peut-être va casser la jambe, ainsi de suite. Donc, tous les risques, qu'ils soient de la santé, sont interconnectés et deviennent plus complexes. Donc, vouloir trouver une solution pour un risque, c'est mettre tous ces risques dans un package et trouver des solutions en même temps. Oui, et les Nations Unies ont dit il faut l'approche tout risque. Et quand même les acteurs le disent, ils ne le prononcent pas tout le temps. D'accord. Ils ne l'appliquent pas tout le temps. Et c'est ça que je demande qu'il faut appliquer pour la durabilité des programmes. Et dans mon travail, j'ai créé des modèles de produits d'assurance. Oui, dites-nous. Bon, levez un coin de voile. Bon. Ne dites pas tout, hein. Non, non. je vais dire les catégories parce que il y a les pratiques de protection sociale endogène. Expliquez. Bon, le mot là m'intéresse, mais je ne sais pas si je comprends de la même manière que vous. D'accord. Les gens font la tontine chez nous, mais la tontine n'est pas l'assurance. Bon, il y a une différence. Mais à partir du moment où les gens ont l'habitude de... On fait des tontines pour aller faire des fêtes? Non, on fait des tontines. Par exemple, vous faites la tontine, vous donnez, il y a 10 personnes, vous donnez 100 francs. Aujourd'hui, les autres donnent 100 francs, 100 francs. Ça fait 1000 francs. Oui. Les 1000 francs, c'est quelqu'un qui prend. Il prend d'abord. Et le fait qu'il prend les 1000 francs là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dessus. Non. C'est mieux que aller passer de l'argent à la banque. Et payer encore des intérêts. Des intérêts. J'ai réfléchi par exemple à ça, à ces différentes pratiques. Par exemple, chez moi, au village, il n'y a pas la main d'œuvre, donc on ne paye pas toujours. Je viens aujourd'hui dans ton champ, demain tu vas dans mon champ. Oui. Oui, c'est ça que vous appelez pratique endogène. Ce sont des pratiques endogènes de protection sociale. C'est-à-dire, le fait que nous avons un groupement, si mes parents meurent,
vous amenez telle chose. Nous sommes la part solidarité, nous vous accompagnons. Oui, si vos parents meurent, on vient. On fait la même chose. Donc le risque est là. Donc c'est à ces choses-là que moi j'ai réfléchi. Il y a les pratiques de choses-là. Parce que quand même on parle d'assurance, il y a les fondements et les principes. Et les principes d'équité, d'efficience, et le principe de liberté. C'est-à-dire la liberté... Équité, efficience, liberté. Oui, c'est qui veut, qui fait l'assurance. Oui. On ne vous force pas. Équité, c'est tout le monde. Mais à l'équité, on doit associer l'efficience. Parce qu'en créant le produit, il faut créer pour que ça soit efficace. Assurance pour assurance. Couverture santé universelle pour couverture santé universelle. Je dis, ça a besoin de réfléchir. Ça a besoin de faire cela. Et je vous remercie de me donner cette occasion. Et ce que je voudrais dire, c'est ce qu'on constate en Afrique maintenant, puisque c'est... Qu'est-ce qu'on constate? C'est le mimétisme. Ah oui. Bon, ça a été toujours en Afrique. Hein. C'est-à-dire, telle personne fait telle chose, je dois dans faire tel aussi. pays, on a fait comme ça. Et dans l'autre pays, on fait la même chose. On a fait comme ça au Rwanda. Au Rwanda, on va copier. Qu'est-ce que vous nous proposez? Que chacun puisse internaliser ses propres problèmes et y trouver des solutions. Le concept d'implantation dit il faut tenir compte du contexte. Nous ne sommes pas le Rwanda. Ils font bien, ça a réussi là-bas. Mais on n'a aucune preuve que ça peut réussir ici, parce que les contextes sont différents. Nos mentalités et nos contextes sont différents. Il faut en tenir compte. Chaque implantation doit tenir compte de cela. Il faut tenir compte de qu'est-ce qui est possible au sud, qu'est-ce qui est possible au nord. Le risque au sud, est-ce que très financé au nord, ça peut marcher, ainsi de suite. Il y a sécheresse, plus de sécheresse avant au nord qu'ici. Il y a parfois plus de pluie. Mais il y a des pluies qui viennent et qui abondent. C'est à tout ça qu'il faut réfléchir. C'est pour cela que je parle de la qualité du produit d'assurance. C'est-à-dire, nous faisons pour faire et... Conséquence, ça, on n'atteint pas les objectifs. Oui, et il faut que les cadres s'ouvrent à la connaissance. Oui, mais en Afrique, on remarque que les cadres ont la connaissance, mais n'ont pas envie de partager, de peur qu'ils n'en soient pas les heureux bénéficiaires. Oui, si vous n'avez pas envie de partager ces connaissances. La connaissance vit, et c'est la règle de la science, et c'est quand vous déballez votre connaissance que l'autre en ajoute. Alors que, justement, en science, on vous apprend ça. Quand vous avez fait des recherches, vous avez fait des études, des thèses et autres, vous arrivez à un niveau donné, l'autre peut prendre, s'en inspirer et aller plus loin. Mais en Afrique, on ne réfléchit pas comme ça. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Et au Bénin, excusez-moi, nous avons l'habitude, je suis béninois, je vous le dis. Nous sommes béninois. Oui. Donc, on a l'habitude de s'accrocher. Donc, et les cadres sont encadrés. Donc, j'aime cette phrase. Les cadres sont encadrés. Donc, si on ne s'ouvre pas à la connaissance, il y a problème. Il y a problème. Et pour résumer nos échanges, pour les personnes peut-être qui sont arrivées à ce moment précis à nous rejoindre, M. Goundior, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenons que les risques sont interconnectés. Il n'y a pas de risque anodin sorti de nulle part. Non. Et faisons en sorte de développer les capacités pour pro-agir. C'est-à-dire, soyons proactifs. Prévenons les risques au lieu de vouloir les guérir. Oui. La guérison, la réponse est aussi une étape de la gestion du risque. Mais faisons plus de prévention. Couvrons-nous, protégeons-nous par rapport au risque, mais en intégrant les moyens que nous utilisons, et ça peut bien marcher. En mutualisant surtout les efforts. En mutualisant tous les efforts. Et quand je parle de choses-là, et que même nos responsables politiques s'ouvrent à la connaissance, ce n'est pas parce qu'on occupe un poste qu'on n'est pas ouvert à la connaissance. On ne fait jamais tout bien. C'est-à-dire, je dis ça, pas de gouvernement, de choses-là, de ceux qui ont le rôle technique. Les cadres, oui. Techniciens. Oui, je parle de surtout ceux, mais c'est le pouvoir politique qui donne les moyens de ça. Si, on peut dire qu'en termes plus simples, aujourd'hui, les dirigeants, les gouvernants, les cadres doivent s'allier aux techniciens que vous êtes, aux scientifiques que vous êtes, pour pouvoir mener à bien certains projets, non? Mais il y a déjà beaucoup de techniciens dans ce pays. Oui, mais on ne travaille pas de façon interconnectée. Oui, mais si vous êtes chef ici, votre maison va vous ressembler.
Je crois. Oui. Et c'est ce que je peux répondre. Bon, vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Oui. D'accord, mais vous nous proposez désormais de pouvoir interconnecter tout ce que nous faisons pour interagir ensemble, mutualiser les efforts et avoir des résultats. Je dis quand les connaissances se rejoignent, on peut en sortir quelque chose de bon. De mieux. Je pense que c'est un appel à l'union. Merci. C'est un appel à l'union. Vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne referme ce plateau? Sinon, vous remercier et nous vous remercions tous également. Vos collègues. Notre équipe vous remercie aussi. Toute l'institution pour l'idée et pour le pragmatisme que j'ai ressenti dès que je vous ai contacté. Et ça fait une différence et c'est cette différence que j'apprécie. Nous sommes ici une institution qui aspire au développement de ce pays et nous faisons tout pour partager notre connaissance avec les autres et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu, Monsieur Goundjo. On espère que vous serez toujours là disponible pour nous. Hein? Oui, s'il y a des sujets... Parce que quand l'Afrique va se réveiller, ça dépendra des fils et fils d'Afrique. Oui, si on ne leur attache pas les mains derrière. Non, on ne va pas leur attacher les mains derrière. Il suffit juste de refuser qu'on attache vos mains. Ben oui, puisque vous avez refusé, nous on a refusé. La preuve, on est là, ici, on a échangé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, je pense que le développement de notre continent et de notre pays dépendra de tout un chacun d'entre nous. Oui. Nous, on le dit souvent sur cette émission, le débat. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter pour le développement de ce pays, pour le développement de ce continent. Et pour ce faire, il suffit juste de prendre la décision, d'appeler autour de soi les personnes qu'il faut, qui connaissent mieux peut-être que vous, et ensemble de mettre les efforts et le résultat est là. Oui, je suis complètement... D'accord avec nous? Oui. Bon. Je ne peux que l'être. Chers amis internautes, merci d'avoir été à notre compagnie pour ce plateau du débat. Nous espérons avoir apporté un plus dans votre vie. Le plus important, selon notre invité aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser les efforts, tirer parti de l'autre pour atteindre son objectif, ne jamais travailler sans l'autre, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on forme une même maillon d'une même chaîne et ensemble que la chaîne devient plus solide. Et pour aller dans nos traditions ici au Bénin, si tous sont bouchés de nos doigts à la jarre trouée, je pense que la jarre contiendrait beaucoup d'eau. La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. C'est l'information essentielle que moi j'ai retenue aujourd'hui. On espère que vous allez prendre soin de vous, que vous allez désormais prendre soin des personnes autour de vous, pas seulement du côté sanitaire bien sûr, du côté psychologique, physique, mental, tout ce que vous voulez, que vous le ferez pour le développement donc de notre pays et de notre continent. D'ici là, restez câblés sur notre plateforme www.usaetv.bj. Au plaisir de vous retrouver.